Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat. Après les attentats meurtriers du début du mois, le gouvernement est bien décidé à mener une lutte contre le terrorisme sur un terrain nouveau, celui d'Internet. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a d'ailleurs annoncé ce matin la création d'un site Internet spécifique pour dissuader les candidats au djihad parmi les internautes, un site qui détricote la propagande avec des images assez crues. Internet et la lutte contre le djihad, c'est aussi un thème d'actualité ici au Sénat. La commission d'enquête chargée du sujet a décidé de mener une série de tables rondes aujourd'hui au programme justement la propagande terroriste sur Internet. La commission d'enquête, je vous le rappelle, a été créée en octobre dernier. Elle est dirigée par l'UDI, Nathalie Goulet. Parmi les personnalités auditionnées, des spécialistes de la cybercriminalité ou encore des réseaux sociaux. Tout de suite, direction la salle Médicis pour votre table ronde. Nous allons donc aujourd'hui ouvrir une première table ronde qui est une première audition au public de notre commission d'enquête qui jusque-là a travaillé à huis clos. Il se trouve que cette table ronde était programmée déjà depuis plusieurs semaines sur le thème de l'Internet et du terrorisme djihadiste et que le talent ou la chance font concorder cette table ronde avec le déclenchement de la campagne gouvernementale sur les réseaux du contre-discours et de la lutte antiterroriste, ce qui est une concomitance tout à fait heureuse. Donc la prise de conscience de l'usage d'Internet est évidemment très ancienne. La loi du 13 novembre 2014 comporte différentes dispositions que nous avons votées ou non concernant le blocage des sites, puisque ça pose un problème, puisqu'il s'avère qu'une grande partie à la fois des conversions, à la fois de l'endoctrinement et à la fois de la propagande passe par ces réseaux Internet, et que Internet est un vecteur incontournable de la promotion du djihadisme, ce qui met les réseaux au cœur du dispositif de notre commission d'enquête. Donc ces délits d'incitation au terrorisme relèvent maintenant du code pénal. Le décret d'application de la dernière disposition n'est pas encore paru. Il est donc évidemment trop tôt pour en faire le bilan. Les éléments de cette dernière semaine laissent penser que s'agissant des réseaux sociaux en particulier, le problème ne sera pas résolu sans nouvelles mesures prises à la fois par les pouvoirs publics et aussi par les fournisseurs d'accès et aussi par les majors qui doivent aussi jouer leur rôle de médiation, puisque c'est eux qui portent en fait ces messages, et que le tout répressif est contesté et évidemment contestable sur un système Internet qui nous dépasse en technologie et aussi en contrôle. Et évidemment, c'est évidemment le problème, quoi qu'on puisse en dire. Pour discuter de ces sujets cet après-midi, nous avons Madame Catherine Chambon. Merci d'être avec nous, qui est sous-directrice de la lutte contre la cybercriminalité à la police judiciaire. Nous avons Benoît Tabaka, secrétaire général de l'Association des services de l'Internet communautaire et très présent sur les réseaux. Chaque fois qu'il s'agit de commenter ce qui s'y passe et surtout les décisions que nous prenons et surtout celles que nous ne prenons pas. Yann Bonnet, qui est rapporteur général, et Charlie Berthet, rapporteur du Conseil national du numérique. Merci d'être parmi nous. Je vous rappelle que cette réunion est ouverte à la presse, fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel en vue de sa diffusion sur la chaîne Internet du Sénat, ainsi qu'un différé sur la chaîne Public Sénat. Je vous donnerai donc la parole à tour de rôle, et ensuite nous vous poserons un certain nombre de questions. Madame, Messieurs, compte tenu de la spécificité de notre commission, je suis aussi tenue de vous faire prêter serment. Donc, je vais vous demander de bien vouloir dire la vérité, rien que la vérité, de lever la main droite et de dire « je le jure », vous rappelant que toute fausse déclaration vous expose à des sanctions pénales prévues par les articles 434-13 à 434-15 du Code pénal. Je vous remercie de bien vouloir lever la main droite, Madame, et de dire « je le jure ». Merci, Messieurs. Je vais le faire. Merci. Merci. J'ai à mes côtés Jean-Pierre Sueur, qui est notre rapporteur,
qui est l'ancien président de la commission des lois, ancien ministre, bien connu de cette maison, et André Reichardt, qui est coprésident de cette commission d'enquête depuis quelques semaines, chargé plus particulièrement des problèmes liés à l'Europe et aux conventions Schengen, puisqu'il est aussi vice-président de la Commission des affaires européennes. Et après les événements de Charlie Hebdo, le Sénat a souhaité renforcer cette commission et renforcer le dispositif européen, en tous les cas de connaissance des dispositifs européens. C'est la raison pour laquelle nous partageons cette mission. Je cède la parole à Madame Chambon pour une quinzaine de minutes pour nous présenter un état des lieux, Madame, des possibilités de lutte contre l'apologie du terrorisme sur Internet et le mythe de Sisyphe que cela peut peut-être représenter. Parce qu'évidemment, là aussi, on est dans la guerre de l'obus et du blindage. Au fur et à mesure qu'on prépare une riposte, les techniques deviennent de plus en plus sophistiquées. Vous avez la parole, Madame, pour une quinzaine de minutes. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. Je dois m'appuyer sur le constat que vous avez fait avec beaucoup de, pertinence, qui est la notion de conversion, d'endoctrinement et de propagande. Nous sommes dans 3 thématiques qui sont constatées comme un mouvement de fond depuis quelques années sur Internet, dans des proportions qui restent malgré tout modestes pendant quelques années. Ainsi, nous avions en 2014... je ne pourrais pas vous le dire. C'est fait ? Parfait, merci monsieur. Mais je vous en prie. La problématique que l'on a rencontrée depuis quelques années, c'est effectivement une montée progressive et lente du prosélytisme sur Internet par l'intermédiaire de sites dédiés avec des messages de plus en plus virulents. Cet état des lieux, en 2014, était stabilisé à peu près à 1,2% des signalements qui étaient arrivés sur la plateforme Pharos. L'année dernière, nous en avons traité 137 000, et 1,2% était relativement modeste, mais consistait quand même en une augmentation, un maintien de cette augmentation, contrairement à d'autres problématiques qui sont plutôt en baisse et dans des proportions identiques. Cette année a été un tournant pour ce phénomène-là, puisqu'on a vu l'explosion pendant les 3 premières semaines de janvier de l'implication des réseaux sociaux. C'est une nouveauté par rapport à ce que l'on connaissait préalablement. Les réseaux sociaux sont effectivement devenus le vecteur de communication le plus usité pendant la période des événements. En revanche, il y a toujours, derrière cette problématique, l'ajustement que peut avoir une population qui veut inciter à réagir à un événement et à se faire connaître à ce moment-là. Et cette visibilité qui était très forte pendant 3 semaines a disparu presque immédiatement et est revenue à des proportions pas identiques, toujours un peu à la hausse, mais est revenue quand même à des proportions beaucoup plus normales. Pour vous donner un ordre d'idée, nous sommes toujours d'ailleurs sur un nombre de sites web assez modéré, puisque nous avons à peu près une cinquantaine par an de sites web qui peuvent inciter au terrorisme. Et nous avons eu pour les réseaux sociaux plus de 6 000 signalements jour sur des messages et des posts entre Twitter et Facebook. Ceci ne concerne que le web, ne concerne pas le deep web. Donc nous sommes bien sur une problématique qui a émergé brutalement et qui a redisparu sans complètement s'éteindre. Alors, quelle est la visibilité pour les services de l'État dans ce domaine-là ? Alors, je vais parler de celui qui relève de ma compétence, bien sûr. C'est celui qui est utilisé par les internautes. En fait, ce sont 30 millions d'internautes qui font la veille citoyenne. Et ces internautes, au cours de leur navigation, vont se heurter à des contenus qu'ils considèrent comme illicites. Je parlais de 137 000 signalements l'année dernière. Il y en a 56% qui relevaient de l'escroquerie, donc qui est vraiment un phénomène de délinquance de masse, et qui effectivement se propage assez facilement par Internet. Quelles sont les visibilités autres ? Eh bien, ce sont les signalements que peuvent produire les enquêteurs dans leurs recherches ou les services spécialisés dans la veille, et qui peuvent effectivement, à l'occasion d'une veille ciblée, qui porte sur le terrorisme ou sur une activité périphérique,
remonter des informations qui ne sont pas celles qu'il y a dans le signalement. J'ai fait une simple projection sur ce que sera le signalement en 2015. Pour nous, on est sur une base qui se stabiliserait vers 240 000, 250 000 signalements, dont une partie non négligeable des 3 premières semaines porte ou a trait à l'incitation à la haine raciale ou à l'apologie du terrorisme. Alors le dispositif, évidemment, a toute sa pertinence maintenant de mise en œuvre du blocage et du déréférencement. Nous avons fortement évolué dans ce dispositif pour le mettre en œuvre dans les meilleurs délais dès que les décrets seront publiés. Alors quelle est la portée du dispositif pour nous? C'est de faire droit au texte sur la partie pédopornographie. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais qui est une partie importante. On a plusieurs centaines de sites. Et puis la partie terroriste. Le rôle de l'OCLCTIC et de ma sous-direction dans ce domaine-là est d'être l'autorité administrative, donc qui va mettre en œuvre le dispositif. Elle va le mettre en œuvre à partir essentiellement des signalements qui sont formulés par les internautes, c'est-à-dire par la veille citoyenne qui est effectuée sur Internet. Donc ce n'est pas quelque chose qui relève que de l'activité de l'État, c'est quelque chose qui vient de la population, des internautes, des citoyens. Quels sont les moyens que nous avons mis en œuvre? Eh bien, c'est un recrutement spécifique pour se concentrer sur cette problématique de blocage, qui techniquement est complexe, puisqu'elle est assujettie à des principes de subsidiarité dont il faut tenir avec rigueur un État, et puis donner et offrir à l'autorité de contrôle qui est la CNIL les disponibilités pour accentuer ou vérifier ce que nous avons pu nous demander en termes de blocage. Les moyens techniques s'appuient bien évidemment sur un schéma complexe qui, lui, je le montre à la commission, je pourrais vous le laisser en partant, répond à des obligations qui sont liées à la subsidiarité. Donc on n'a pas fait le schéma le plus simple, je reconnais qu'il est peut-être un peu trop détaillé, mais qui montre néanmoins qu'on l'on prend en compte toutes les problématiques qui sont posées, en l'occurrence le regard que doit porter l'opérateur sur la nature du signalement, sa qualification juridique, la vérification du contenu, l'envoi de l'information aux fournisseurs d'accès qui sera concerné, enfin des fournisseurs d'accès qui seront concernés, parallèlement la saisine de l'éditeur et de l'hébergeur, qui ont un délai de 24 heures pour faire cesser l'infraction. Dans l'hypothèse d'un silence qui est vraisemblable, puisque beaucoup d'entre ces sites sont situés à l'étranger, donc le canal de coopération internationale est systématiquement sollicité dans ce cas-là, eh bien, ce sont les fournisseurs d'accès qui reçoivent une liste et qui mettent en œuvre la préconisation de la loi du 13 novembre 2014 et qui procèdent au blocage. Ce blocage aboutit pour l'internaute à ce qu'il ne puisse plus avoir accès à partir d'une adresse IP française au contenu. Il sera redirigé vers une page d'accueil qui aura une vocation pédagogique, de rappel à la loi. Selon les configurations, sur la pédopornographie, ce seront aussi des incitations médicales, de prise en compte médicale de la problématique. Tandis que pour sur la problématique du terrorisme et de l'incitation raciale, sera véritablement d'indiquer qu'on est dans quelque chose de totalement illégal et qu'il est interdit de pratiquer ce genre de consultation. Ces pages sont en cours d'élaboration, on est en cours de finalisation, et ces informations, que ce soit la liste qui sera des fournisseurs d'accès et les contenus qui ont été relevés, captés et enregistrés, seront mis à disposition de l'autorité de contrôle qui est la CNIL. Donc les modalités techniques ne sont pas encore totalement déterminées puisqu'il y a des évolutions d'application à prévoir, mais des solutions palliatives sont mises en place pour permettre précisément à la CNIL d'assurer ce contrôle. Pour ce qui est de la pertinence a souvent été retenue pour les services de police. Elle a été plus contestée par un certain nombre d'autorités ou de médias ou de spécialistes de l'Internet. La vocation de ce texte est totalement prophylactique à mon sens. C'est-à-dire que l'on doit empêcher
la population de manière générale d'accéder à ce genre de contenu qui est complètement pernicieux. Il l'est pour la pédopornographie, il l'est aussi pour le terrorisme. Les 80%, la part de 80% qui permet à des jeunes internautes d'accéder à des contenus qui petit à petit, par phénomène de propagande, d'endoctrinement, les amènent à commettre l'irréparable, je pense qu'on a peut-être quelque chose à faire dans ce domaine-là. On doit impérativement positionner ce dispositif comme étant prophylactique et empêcher finalement un nombre ignoré de personnes d'y accéder. Bien sûr, on peut contourner la difficulté. C'est quelque chose qui est possible, on en a fait quelques schémas. Le plus simple déjà, c'est de ne pas avoir une adresse IP française. C'est pas très compliqué. Mais consistant à, si on bloque au niveau des fournisseurs d'accès, on a malgré tout une capacité de toucher 80% de la population qui n'est pas spécialement férue de technologie. Et on est dans cette action prophylactique. On dissuade, on oriente, on impacte et on envoie un signal fort qui est celui de l'État contre, précisément, un dérapage qui peut être mal maîtrisé par l'environnement familial ou l'environnement social. Alors évidemment, j'ai quelques schémas, si vous le souhaitez, qui montrent comment on peut contourner, mais ils ne sont pas spécialement, ces moyens de contournement, à la portée de tout un chacun. Donc je pense que c'est sur ce point-là que le dispositif a toute sa pertinence. Il l'a également parce que, et que ce soit pour le terrorisme ou pour la pédopornographie, parce que derrière, il y a des victimes. Alors je vais prendre pour exemple la diffusion de la vidéo d'assassinat sauvage de M. Gourdel, qui a été retirée très rapidement. L'intérêt, c'est que ce retrait s'est fait à la demande de la sous-direction quelques minutes après la publication sur Internet. Et il était juste de la bonne volonté de YouTube de le retirer ou pas. Ils l'ont fait, étant donné la sauvagerie de l'action elle-même. Il est évident que laisser circuler ce genre de site ou de contenu est extrêmement problématique pour les citoyens, pour les internautes. Et le nombre de signalements qui, derrière, ont continué d'informer les autorités de la publication de cette vidéo, reprise petit à petit, de plus en plus loin, de plus en plus difficilement accessible, de cet assassinat, prouve bien que la vigilance des internautes s'est portée tout au long des publications, jusqu'à ce que, à un moment donné, elle ne soit plus accessible que par logging et mot de passe, ou soit dissimulée dans le deep web. L'avantage, et je tiens à insister un petit peu là-dessus, l'avantage de Pharos au regard de la veille que l'on peut faire de manière en source ouverte, c'est que lorsqu'il y a un signalement, le signalement se fait avec les droits de l'internaute. Et s'il est adossé à des mots de passe et des identifiants, on peut accéder à partir de ces informations-là au contenu et continuer de poursuivre la fermeture sur l'ensemble des plateformes qui peuvent diffuser les contenus, qu'ils soient connus comme Dailymotion ou YouTube, ou comme des sites beaucoup plus underground, mais qui finissent par, malgré tout, par l'hébergeur en tout cas, accepter de retirer les contenus. Quel serait l'impact de ce dispositif au regard de la situation que nous avons vécue pendant les 3 semaines avec la flambée des réseaux sociaux et des messages sur les réseaux sociaux ? Je pense qu'il serait perturbant pour ceux qui souhaitent faire du prosélytisme par le biais des réseaux sociaux, parce que les messages qui sont sur Facebook ou sur Twitter peuvent renvoyer en grande partie sur des sites. Et si ces sites-là sont fermés et ne sont plus disponibles que sur le deep web, bien évidemment les démarches pour y accéder sont beaucoup plus complexifiées pour l'internaute, donc moins accessibles, donc moins de propagande, moins de prosélytisme, et la prophylaxie fonctionne. Donc je tenais à dire en conclusion qu'on va partir sur un nombre. Nous allons partir sur un nombre assez faible de sites à fermer. Nous préparons la liste actuellement que nous soumettrons pour la partie terroriste à l'UCLAT, à l'unité de coordination de la lutte antiterroriste, pour se garantir de la pertinence de nos choix et de ne pas percuter ou télescoper des enquêtes qui seraient en cours dans les services chargés de la lutte antiterroriste.
Nous sommes donc sur une dizaine de sites qui seront produits dès l'apparition du décret, et nous testerons l'efficacité du dispositif pour l'ajuster et le finaliser dans les jours qui suivront. Voilà, Madame la Présidente. Très bien, Madame. Je vous remercie beaucoup de cette intervention dans les temps. 250 000 signalements, c'est énorme. La citoyenneté encore dans le signalement, c'est aussi important. L'encadrement légal et vos liens avec la CNIL devraient rassurer les internautes. Je vais demander à Monsieur Tabaka de bien vouloir nous indiquer dans le même temps d'abord comment il perçoit l'action de la puissance publique et la nouvelle réglementation, et puis de nous présenter en 2 mots l'ASIC pour ceux de nos collègues qui ne connaîtraient pas cette association. Vous avez la parole pour 15 minutes. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente, de votre invitation. Effectivement, très rapidement, donc, je m'appelle Benoît Tabaka, je suis secrétaire général de l'Association des services Internet communautaires, ASIC. C'est une association qui a été créée en 2007 maintenant, et qui regroupe ce qu'on appelle usuellement les hébergeurs. Maintenant, le terme le plus couramment utilisé, c'est plateforme. C'est-à-dire tous ces acteurs qui ont pour activité de stocker à la demande d'internautes du contenu. Alors ça peut être des vidéos, ça peut être des messages sur des réseaux sociaux, ça peut être des petites annonces parce qu'ils veulent vendre telle ou telle chose, ça peut être leur blog, etc. etc. Donc c'est une structure qui regroupe une vingtaine de membres, à la fois des entreprises internationales, hein, on a cité quelques-unes, que ce soit Microsoft, Facebook, etc., mais également des acteurs français qui ont ici une vocation internationale, une présence internationale, type Dailymotion, Prime Minister. Justement, à ce titre, je tiens juste à excuser Giuseppe De Martino, le président de l'ASIC, qui est aussi directeur Europe de Dailymotion, mais qui là est aux États-Unis, malgré son titre de directeur Europe, mais il se tient à votre disposition, bien évidemment, si vous voulez aborder d'autres choses avec lui. Sur les questions spécifiquement, en fait, hein, du sujet lié à la propagande djihadiste et l'utilisation par ces mouvements des sites internet et autres. Plusieurs choses, puisque pour moi, il y a peut-être 2 éléments en fait, en termes de discussion qu'on a pu avoir. Les 2 éléments, c'est le fait que certains de ces réseaux vont utiliser des plateformes pour diffuser leur contenu. Madame Chambon l'a évoqué. Et deuxième élément, qui est l'autre dispositif que vous avez évoqué, Madame la Présidente, qui est la loi antiterrorisme et le blocage des contenus, qui pour moi sont 2 approches complètement complémentaires mais différentes en termes d'approche. Sur le premier, en fait, sur le signalement, puisque c'est celui qui concerne à juste titre les hébergeurs, ces fameuses plateformes d'hébergement, juste vous rappeler un petit peu dans quel cadre nous on se situe. On se situe en fait dans une vieille loi qui a maintenant 10 ans. Hein. À l'âge de l'Internet, ça peut faire beaucoup, mais c'est la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Cette loi transposait elle-même une directive sur le commerce électronique. Et cette loi a instauré un régime de responsabilité au profit des hébergeurs, c'est-à-dire de ces acteurs qui ont pour mission de stocker du contenu à demande de tiers. Le principe qui est fixé par cette loi est relativement clair, c'est de dire, dès lors qu'un hébergeur se voit signaler un contenu manifestement illicite, il est tenu d'en procéder à la suppression à bref délai. Voilà ce que dit la loi. Beaucoup de personnes, effectivement d'interlocuteurs, quelquefois, estiment que cette loi a créé un régime d'irresponsabilité. Alors que non, c'est bien un régime de responsabilité ménagée. Récemment, vous aviez un membre de l'ASIC qui s'appelle Nicolas Poirier, qui est directeur juridique d'un groupe justement français, avait réussi à dresser un peu un panorama de l'ensemble des condamnations relatives aux hébergeurs. Et par exemple, en France, on a eu aujourd'hui plus d'une centaine de décisions de justice qui ont condamné des hébergeurs pour ne pas avoir procédé à bref délai à la suppression de contenus diffusés sur Internet. Donc c'est vraiment un régime de responsabilité. La particularité qui s'est posée au moment de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, et c'est là où on va venir justement sur nos sujets, c'est de savoir est-ce que c'est à l'hébergeur finalement d'apprécier l'illicéité, le caractère illégal ou non, d'un contenu publié sur sa plateforme. C'est-à-dire que dès lors qu'il reçoit un signalement, est-ce qu'il doit systématiquement faire droit à la demande? Est-ce qu'il doit apprécier le caractère illégal ou pas? Et en fonction de l'appréciation du caractère légal, est-ce qu'il doit procéder à sa suppression ou pas? À l'époque des débats autour de la LCEN, c'est son acronyme, son petit nom dans le domaine de l'Internet, des
énormément de voix s'étaient soulevées, l'ASIC n'existait pas encore, pour expliquer qu'ils ne relevaient pas en fait des acteurs de ces plateformes-là le rôle de juger ce qui est légal ou pas légal. Et ce qui avait été arbitré à l'époque par le Conseil constitutionnel, c'était dans sa décision qui était relative à la loi pour la confiance dans l'économie numérique, c'était de dire, dès lors qu'on signale un contenu manifestement illicite, le manifestement c'était l'ajout du Conseil constitutionnel, ça n'apparaît pas dans la loi, ça apparaît dans la décision et dans l'analyse qu'avait fait le Conseil constitutionnel dans une réserve d'interprétation. Dès lors que le contenu est manifestement illégal, l'hébergeur effectivement est tenu de le supprimer parce qu'il engage alors sa responsabilité. A l'inverse, si le contenu n'est pas manifestement illégal, mais illégal, sur lequel en fait il est très difficile à une personne non experte du secteur, et à l'époque le Conseil constitutionnel citait par exemple les cas de contrefaçon de droit d'auteur, voilà, puisqu'il peut y avoir des discussions entre différents titulaires de droit, etc., etc. Mais disons que si le contenu n'est pas manifestement illégal, effectivement, on ne pourrait pas venir rechercher la responsabilité de cet intermédiaire-là. Laissons au juge alors le soin de statuer sur le caractère illégal ou non d'un contenu et d'ordonner à l'hébergeur de procéder à sa suppression. La problématique auquel nous avons été confrontés, c'est que le Conseil constitutionnel et bien évidemment le Parlement, puisque la décision intervenait après le vote du Parlement, n'a pas défini ce qu'on entend par manifestement illicite. C'est-à-dire, à partir de quand une infraction du Code pénal est arrangée dans la catégorie du manifestement illicite, à partir de quand une infraction n'est plus dans cette catégorie-là. Donc vous avez eu des commentateurs, la doctrine, comme on dit, des juges qui ont essayé de commencer à classifier. Et effectivement, on fait rentrer dans la catégorie du manifestement illicite la pédopornographie. On fait rentrer également les messages racistes, antisémites. On fait rentrer tout ce qui était effectivement l'appel à la haine, etc. Et donc effectivement, voilà, on se retrouve aujourd'hui dans une situation où, dès lors qu'on est notifié d'un contenu manifestement illicite, on procède à sa suppression. Et effectivement, les récents événements l'ont démontré, à partir du moment où une notification arrivait à la plateforme, qu'on était aussi en mesure d'apporter en fait un fondement juridique aussi cette notification. J'y reviendrai aussi sur ce point-là. Les plateformes procédaient aux différentes suppressions, etc. Aujourd'hui, quelles sont les difficultés auxquels les différents hébergeurs peuvent être confrontés. Je pense que la première difficulté, c'est les qualifications juridiques. C'est-à-dire que notamment l'infraction d'apologie du terrorisme, elle a été récemment modifiée par la loi, elle couvre énormément de choses, et ça fait partie en fait aujourd'hui d'éléments sur lesquels les plateformes, quelles qu'elles soient, hein, quelle que soit leur nationalité d'origine, ont des difficultés à analyser. Pour vous donner un exemple, notamment on parlait de la vidéo de l'assassinat de ce policier. Un des arguments surtout utilisés, ça a été l'acte de barbarie. On était vraiment clairement dans un acte de barbarie, qui est une infraction pénale, reconnue par le code pénal, etc. Mais c'est vrai qu'il y a certaines infractions dont il y a une vraie difficulté à manier. Voilà. Et sur lequel des intermédiaires qui n'ont pas forcément, l'expertise, qui n'ont pas forcément le service juridique adéquat, ne savent pas véritablement trancher dans un sens ou dans un autre. Puisqu'in fine, ce qu'on demande à ces intermédiaires, c'est de trancher. Donc c'est vrai que nous, on a ce premier problème qui est le périmètre de ce qu'on entend par manifestement illicite. Le deuxième élément auquel on est également confronté, effectivement, c'est la qualité des signalements. C'est-à-dire que pour qu'un signalement puisse être traité efficacement, il faut non pas seulement signaler un contenu sur les différentes plateformes, mais également signaler la raison pour laquelle tel ou tel contenu est illégal, le fondement juridique en quelque sorte, les éléments de fait et de droit, comme on le dit la LCEN. Et c'est quelquefois des éléments qui manquent quand ça provient notamment des internautes. Les internautes n'ont pas une compétence juridique, les internautes vont vous dire ce contenu-là est illégal, sans forcément apporter à la plateforme des éléments qui vont permettre d'apprécier ça. Donc ça fait partie aujourd'hui clairement des difficultés que les différents acteurs ont pu rencontrer et rencontrent aujourd'hui. C'est véritablement cette problématique de dire voilà, on a une obligation de procéder au retrait des contenus à bref délai, des contenus manifestement illicites, mais jamais la loi ou la jurisprudence de manière, on va dire, claire et affirmée n'a vraiment défini et circonscrit le périmètre de ce qu'on entend par manifestement illicite. Le deuxième élément sur lequel je voulais aussi revenir et qui
sur lequel potentiellement l'ASIC a pu être quelquefois pas forcément aligné avec le Parlement, c'est sur la question du blocage des contenus et notamment le blocage administratif. La particularité en fait de notre approche, c'est pas d'être contre une mesure de blocage. Aujourd'hui, et depuis la loi pour la confiance dans l'économie numérique, le blocage du site internet fait partie intégrale de l'arsenal juridique qui est entre les mains des magistrats pour lutter contre tel ou tel contenu. Le blocage de contenu existe aussi, par exemple, entre les mains du juge pour la lutte contre les sites de paris illicites. L'Argel a la capacité de saisir le juge et le fait régulièrement pour demander le blocage par les fournisseurs d'accès de sites étrangers qui offrent des paris sportifs non agréés en France. Nous, la problématique qui s'est posée, c'est pas le fond et l'objectif de la mesure, ça va être la forme et la méthodologie. C'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas l'intervention d'une personne, parler d'un juge, mais d'une personne qui est aujourd'hui en mesure de prendre le recul nécessaire sur les cas qui traitent au jour le jour et de pouvoir déterminer si finalement le contenu dont il va demander le blocage est clairement et relève clairement de telle ou telle infraction. Parce qu'on connaît des difficultés d'interprétation des infractions, mais également la crainte que l'on a, nous, toujours hébergeurs. Donc nous, on n'est pas des fournisseurs d'accès, on est en quelque sorte ceux auxquels les fournisseurs d'accès permettent d'accéder. On craint juste une chose, c'est les effets de bord de mesures de blocage, ce qu'on appelle le surblocage, c'est-à-dire une pratique de blocage de tel ou tel contenu qui ait des effets de bloquer plus largement que ce qui était espéré. Je vous donnerai un exemple très récent qui concerne un membre de l'ASIC. Récemment, l'Inde, s'appuyant en fait sur un régime assez similaire à celui qui a été voté au mois de novembre, a procédé à ordonner le blocage d'un certain nombre de sites faisant l'apologie du terrorisme. Dailymotion a été intégralement bloqué en Inde. Donc ça fait partie, par voilà. DNS, c'est du blocage par DNS Alors, après les modalités de blocage, c'est justement là-dessus, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails techniques, mais vous avez différentes modalités de blocage qui permettent, selon la modalité, d'être plus ou moins fin, selon la manière dont le fournisseur d'accès mettra en œuvre cette modalité de blocage, ça permet d'avoir une modalité plus ou moins fine. Après, je ne sais pas en fait, in fine, ce qui a été décidé pour la mesure française, savoir si c'est l'État qui donne des directives sur la modalité de blocage ou si ce sont les fournisseurs d'accès qui ont cette obligation de résultat. Mais voilà, la double inquiétude des membres de l'ASIC, c'est de se dire comment on est sûr que le contenu qui sera bloqué est illicite, manifestement illicite, peu importe sa qualification, mais illicite, au regard des difficultés qui peuvent être inhérentes à la nature du contenu. Notamment, on pense à des contenus en plusieurs langues, en langue étrangère, en dialecte, etc. Deuxième élément, c'est de savoir comment on peut s'assurer que la mesure de blocage n'aura pas des effets de bord et provoquera du surblocage. Et c'est pour ça que nous, on était plutôt dans une position de vouloir faire réintervenir un magistrat, une personne, qui ait la capacité, avant que la mesure de blocage soit mise en œuvre, d'avoir ce recul un peu nécessaire. Voilà en fait l'approche de cette question du blocage. Clairement, c'est une mesure qui est complémentaire, c'est-à-dire que, et c'est aussi le message que nous avions défendu auprès des parlementaires et qu'on retrouve dans la loi, qui est de dire, dès lors qu'il y a un contenu qui pose problème sur Internet, il faut d'abord s'adresser à l'éditeur ou à son hébergeur, et effectivement, s'il y a une action, il y a une capacité de pouvoir enclencher des étapes supplémentaires qui peuvent passer par le blocage de ce contenu-là. Mais nous, ce qu'on voulait s'assurer, c'est qu'il y ait un recul suffisant. Juste pour vous donner un exemple aussi en la matière, c'est un exemple qui dépasse effectivement le périmètre de cette commission d'enquête. Nous, énormément d'acteurs industriels de différents secteurs qui dépassent très largement les membres de l'ASIC, ont eu des échanges avec un ministère récemment qui ont communiqué une liste de sites qu'ils considéraient comme étant illicites. Voilà. Ces sites-là sont illicites. Dedans, vous avez des sites français financés par le Grand Emprunt, qui sont tous sauf illicites. Sans doute une erreur, ça arrive. Mais demain, comment on peut s'assurer que de telles erreurs ne vont pas se reproduire? C'est pour ça que nous, on était plutôt partant d'avoir un contrôle a priori de la liste des sites qui feraient l'objet d'un blocage pour qu'on ait ce recul nécessaire. Le Parlement, en fait, a pris une option différente. On verra effectivement, d'un point de vue pratique, comment la CNIL, notamment, assurera ce contrôle a posteriori.
Nous, ce qu'on est juste attaché, c'est qu'effectivement, en matière de contrôle de ce type-là d'activité, de ce type-là de mesures, il est nécessaire d'avoir les moyens suffisants attribués aux autorités en charge de ça, c'est-à-dire avoir la capacité eux-mêmes linguistique de comprendre les contenus qu'on va leur demander de bloquer. C'est-à-dire que si on vient leur apporter un contenu estimant qu'il fait appel, par exemple, à l'apologie du terrorisme, et que ce contenu est en dialecte de tel ou tel pays, il faut qu'ils soient en mesure de comprendre le contenu qu'ils doivent apprécier ou pas. Donc c'est nous, après derrière, une problématique de moyens qui vient en plus se superposer à cette problématique du contrôle a priori. Donc effectivement, pour revenir un peu de manière en résumé, et je pense qu'on aura l'occasion d'échanger plus en avance au moment des questions-réponses. Aujourd'hui, la problématique auquel on est confronté en tant qu'intermédiaire de manière large, c'est cette nécessité qui nous est offerte et qui nous est imposée de devoir apprécier si un contenu est illicite ou pas. On a fait, et les juges constitutionnels ont fait une séparation entre ce qui relève du manifestement illicite et ce qui relève de l'illicite, en sachant que cette frontière n'est pas définie. Donc aujourd'hui, nous, et notamment énormément de membres de l'Asie qui étaient présents, en fait, on a eu des échanges avec le cabinet du ministre de l'Intérieur, parce que clairement, il y a des choses à améliorer. Le travail fait par Pharos et énormément de membres de l'Asie qui sont en contact de Pharos au quotidien a été tout simplement incroyable ces derniers temps. Vous avez rappelé les chiffres, beaucoup de travail qui vont arriver maintenant, et on espère, nous, juste une chose, c'est que vous aurez les moyens humains rapidement pour gérer ça également. Mais c'est vrai qu'il y a des capacités d'amélioration, et cette capacité d'amélioration, on y travaille, on essaie d'améliorer cette coopération. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le cadre juridique fait qu'il y a un flou qui demeure sur ce qu'on appelle le manifestement illicite. Voilà. Très bien. Écoutez, je vous remercie de toutes ces précautions que vous souhaitez prendre pour respecter les libertés. Je ne suis pas très sûre que nous partagions vos doutes sur ce qui est licite et illicite dans cette maison. Manifestement illicite, c'est encore plus illicite que l'illicite. Pour nous, ça a l'air clair. Je pense que le débat nous permettra d'éclaircir probablement ce terme qui, a priori, pour nous, n'en pose pas, mais diffère d'autant votre action dans le blocage, sur lequel nous avons eu les uns et les autres des hésitations aussi au moment du vote de la loi, forcément, et pour des questions techniques aussi, hein, comme vous l'avez répété et dit tout à l'heure, notamment le blocage par DNS qui pose un certain nombre d'autres problèmes, mais vous conviendrez avec moi qu'il y a quand même un certain nombre de contenus qui sont pas tolérables sur les réseaux, donc cela, il relève. Alors il nous reste les représentants du Conseil national du numérique. Messieurs, merci d'être là. Pouvez-vous nous donner un peu de recul et nous donner quelques explications sur les modes de régulation possibles d'Internet, parce que nous avons eu le principe, nous avons eu a priori des difficultés, reste la technique, et cela vous revient pour une quinzaine de minutes. Merci. Merci Madame la Présidente. Donc, je vous propose en fait de présenter très rapidement le Conseil national du numérique, ensuite de rappeler quelques points essentiels que le Conseil national du numérique a rendu dans son avis concernant le projet de loi à l'époque de lutte contre le terrorisme, et de vous présenter très rapidement 5 pistes d'action pour rendre plus difficiles les activités des terroristes. Donc le Conseil national du numérique, c'est une commission consultative qui a pour mission de formuler et de manière indépendante et de rendre public des avis et des recommandations sur toute question relative à l'impact du numérique sur la société ou l'économie. Il est constitué de 30 membres bénévoles. Il y a autant d'hommes que de femmes. Il y a à la fois des entrepreneurs, des chercheurs, des enseignants, mais aussi un philosophe. Le Conseil national du numérique a été saisi en juin 2014 par le ministère de l'Intérieur sur l'article 9 du projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, article qui est devenu l'article 12.
nous ne sommes pas des experts du terrorisme, mais des spécialistes du numérique. Donc on a conduit une quinzaine d'auditions auprès d'experts du terrorisme, à la fois des sociologues, des représentants d'associations de victimes, des magistrats, des avocats spécialisés, des représentants de la société civile, des membres du service de renseignement. On voit depuis les événements tragiques de ce début d'année, du mois, que le débat semble se recentrer sur le rôle d'Internet dans les phénomènes de radicalisation. Internet est l'un des maillons de la chaîne de radicalisation et de recrutement djihadiste. Cependant, à notre sens, le rôle d'Internet ne doit pas être surestimé dans ce processus. Le processus de radicalisation est un processus aux facteurs multiples et extrêmement complexes. Le passage à l'acte n'est probablement pas causé par la simple consultation rapide d'un ou quelques sites ou d'une vidéo. Pour nous, Internet semble plutôt constituer un catalyseur, voire un accélérateur du processus d'endoctrinement. Sur la question spécifique de la propagande et du recrutement djihadiste, sur Internet, il est ressorti de nos auditions qu'il s'agit d'un processus de déstabilisation individuelle lent et progressive. Les cibles passent le plus souvent par de nombreuses phases d'endoctrinement avant d'être incitées à passer à l'acte ou rejoindre des groupes terroristes. Cela peut commencer dans des espaces de discussion, des forums, des réseaux sociaux, où l'on peut trouver, on en a déjà parlé, un certain nombre de contenus mettant en scène des actes terroristes ou des victimes de conflits pour susciter l'adhésion ou l'empathie des différentes cibles. Les plus motivés d'entre eux sont ensuite en fait orientés vers des sites de recrutement qui sont en nombre beaucoup plus restreint et à partir desquels ils sont repérés pour rejoindre des théâtres d'opérations terroristes. Donc on voit que c'est tout un processus qui est très construit et ça nous conduit à distinguer deux problèmes en termes de lutte contre ces processus. D'un côté, les sites de recrutement à proprement parler, donc je pense une dizaine ou une cinquantaine de sites qui peuvent être surveillés, déréférencés, supprimés ou à défaut bloqués. Et l'autre problème, c'est les réseaux sociaux, où là on a tout un effet de propagande, où le blocage est très difficile, voire impossible, et qui nécessite de travailler avec les plateformes pour trouver des moyens efficaces. Donc avant de vous présenter les 5 pistes d'action, je laisse la parole à Charlie Berthet qui va vous représenter brièvement l'avis du Conseil. Bonjour. Je vais revenir assez rapidement sur l'avis qui a été rendu par le CNUM sur la question spécifique du blocage administratif le 15 juillet 2014. Donc cette saisine portait exclusivement sur l'article 9 qui est devenu l'article 12 et qui confère donc la possibilité, comme ça a été rappelé, à l'administration de bloquer un site incitant à la commission d'actes terroristes ou en faisant l'apologie sans recours préalable à un juge. On a des exemplaires de l'avis d'ailleurs qu'on pourra vous transmettre à l'issue de cette audition. Donc le CNUM s'est prononcé défavorablement sur la mesure envisagée, à l'instar de plusieurs autres acteurs qui sont issus ou non de l'écosystème numérique. On peut citer la commission de réflexion sur le droit et les libertés à l'âge numérique de l'Assemblée nationale, la Quadrature du Net, l'ASIC ici représentée, le syndicat de la magistrature, la Ligue des droits de l'homme, jusqu'à l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Nous avons émis d'autres réserves en fait, que celles précédemment évoquées. Donc, pour le CNUM, principalement, ces mesures de blocage sont techniquement inefficaces. Inefficaces parce qu'elles sont facilement contournables, à la fois par les internautes et les recruteurs. Et il faut souligner, en fait, comme ça a déjà été fait, que le contenu n'est pas supprimé à la source. On se contente en réalité d'en bloquer l'accès sur le territoire français, donc à partir des IP françaises. Et les moyens de contournement, en réalité, sont légion. Elles sont légion car elles sont structurellement inévitables, car elles relèvent des principes mêmes de l'Internet. Je me permettrai de vous rappeler la citation de John Gilmore. « Internet réagit à la censure comme une voiture qui change de voie face à un accident ». Donc il ne faut pas s'enfermer dans l'idée qu'on pourrait tracer une ligne magino-numérique aux frontières de l'Hexagone, car le public visé par cet endoctrinement et les recruteurs djihadistes, en particulier les jeunes, savent déjà utiliser les outils de contournement. Beaucoup de jeunes savent utiliser un VPN, un proxy ou Tor, car ils le font déjà pour certains. Pardon ? Les moins jeunes aussi d'ailleurs.
car ils le font déjà en fait pour, par exemple, pour contourner la Hadopi ou avoir accès à Netflix lorsque le service n'était pas disponible en France. Le Conseil national du numérique a également considéré que la mesure de blocage pouvait être contre-productive, car elle pousse à la sophistication des techniques de clandestinité, rendant ainsi le travail des enquêteurs plus difficile. Ces mesures sont inadaptées aux enjeux de la lutte contre le recrutement terroriste, dans la mesure où les sites de recrutement sont en nombre extrêmement restreint. Les experts que nous avons auditionnés nous ont donné une fourchette qui était comprise entre 10 et 100 sites. C'est pourquoi le Conseil s'est interrogé sur l'opportunité de se passer de l'office du juge pour un nombre de sites plutôt limité, alors même qu'il existe des procédures judiciaires d'urgence. Pour le reste, à savoir les textes, les images, les contenus sur les réseaux sociaux, il apparaît illusoire pour le Conseil d'adresser ces problématiques de propagation d'images par le blocage, sauf à recourir à des traitements massifs et automatisés de filtrage qui seraient inenvisageables dans un état de droit. Enfin, ces mesures sont potentiellement attentatoires aux libertés fondamentales, car elles se passent du juge et donc des garanties associées. Et par ailleurs, l'apologie du terrorisme, comme la notion même de terrorisme, sont des notions ambiguës. Et de l'aveu même d'un juge antiterroriste qui, je crois, a été auditionné au sein de cette même commission, le caractère manifestement illicite des contenus visés est délicat à déterminer, particulièrement dans le cas des textes. Pour les images, généralement, ça ne pose pas de problème, et pour les textes, ça peut en poser. Et le risque est donc d'aboutir à l'incrimination de simples délits d'opinion. Donc, pour résumer, le Conseil n'était pas opposé par principe au blocage, seulement au blocage comme seule solution, et sans recours préalable à l'autorité judiciaire. Et plus généralement, la multiplication des dispositifs de renforcement des dispositions antiterroristes, notamment sur Internet, devrait nous appeler à dresser un bilan et analyser véritablement l'efficacité de ces mesures. C'est la raison pour laquelle le CNUM encourageait dans cet avis, sur ce sujet encore plus que les autres, à effectuer des études de besoins et d'impact chiffrés pour véritablement déterminer l'opportunité de nouvelles mesures. Alors, donc, nous souhaitons vous présenter 5 pistes d'action pour tenter de rendre plus difficiles les actions entreprises par les organisations terroristes. En préalable, il semble nécessaire de mieux comprendre les processus sociaux de radicalisation et le rôle d'Internet dans ce processus. Le contact des individus avec des idéologies radicalistes se produit en ligne, comme en dehors de l'espace numérique. Les processus sont complexes. Donc on pense que mettre en place un observatoire permanent ou renforcer les travaux avec des représentants des acteurs du web, des associations de quartier, des associations de victimes, des sociologues, des chercheurs, des experts, pour évaluer le phénomène de radicalisation sur Internet et ailleurs, et les méthodologies utilisées seraient probablement utiles pour prévenir et adapter au fil de l'eau et en continu les actions de lutte contre les organisations terroristes. Le simple fait que la représentation nationale éprouve le besoin de constituer au sein de 2 assemblées, à l'Assemblée nationale et au Sénat, des commissions d'enquête sur le recrutement djihadiste, prouve bien que ces mécanismes de radicalisation ne sont pas suffisamment connus et observés. Le deuxième point, on pense qu'il est essentiel de nourrir les contre-discours à la radicalisation sur Internet et s'appuyer sur la force de diffusion d'Internet pour les propager. Au cours de nos auditions, nous avons rencontré l'Association française des victimes du terrorisme. L'association, vous devez probablement le savoir, réalise un certain nombre de vidéos, de reportages qui visent à redonner la parole aux victimes du terrorisme. Dans une démarche de pédagogie, ces vidéos sont ensuite diffusées sur Internet, notamment sur les espaces en ligne où peuvent avoir lieu les recrutements. Parce qu'ils empruntent les mêmes canaux que les contenus de propagande, ces contre-discours peuvent avoir une vraie puissance de persuasion à destination des plus jeunes ou plus faibles en général. Il faut investir l'espace numérique pour prendre de plein pied et rentrer dans la guerre de propagande et la compétition pour l'attention en ligne, notamment en donnant des armes de compréhension, de décryptage aux plus faibles. On fait notamment référence aux vidéos lancées massivement en ligne par l'administration américaine contre les filières djihadistes, montrant la souffrance des combattants au djihad, ou les vidéos qui viennent d'être diffusées par le gouvernement français ce matin. Donc, on pense qu'il est essentiel de déconstruire la parole radicale sur Internet et de réaffirmer nos valeurs dans l'espace numérique. Les plateformes sont des espaces abritant la propagande terroriste. Pourquoi ne pas en faire des espaces largement investis par les contre-discours ?
Pour cela, plusieurs pistes, pour l'essentiel non législatives, pourraient être envisagées. Tout d'abord, une mobilisation des acteurs du web, notamment les plateformes, pour soutenir les initiatives de contre-discours initiées par les associations, par exemple un travail en collaboration avec les moteurs de recherche. Et on a l'exemple d'il y a quelques mois sur ce qui avait été réalisé contre les sites anti-IVG. On pense aussi qu'il serait intéressant d'étudier le financement d'espaces et de vidéos pédagogiques. Il y a un certain nombre de blogueurs au sujet de l'islam et du djihad, et notamment la chaîne YouTube Abdullah X, qui, je pense, est un très bon exemple. Parallèlement, le travail sur l'éducation doit être approfondi. Les discours de prévention auprès des futures générations ne peuvent plus être uniquement verticaux. Il faut faire des jeunes des acteurs de cette prévention. Il faut, on pense, inclure une dimension de citoyenneté numérique au cours d'éducation civique, dispensée dans les collèges et au lycée. Et pourquoi pas utiliser le Safer Internet Day pour organiser un moment dédié à la citoyenneté numérique ou faire du 7 janvier une journée nationale de lutte contre le terrorisme. La troisième piste d'action consisterait à renforcer l'obligation de signalement sur les plateformes. Donc aujourd'hui, la propagation des contenus de propagande terroriste tient principalement en l'inefficacité des dispositifs de signalement qui sont mis en place par les plateformes. Il y a plusieurs raisons à cela à notre sens. Ces dispositifs sont déjà trop peu utilisés par les utilisateurs car ils sont globalement peu accessibles. Sur Facebook, par exemple, il faut cliquer plus de 5 fois pour signaler un contenu et le formulaire prévu à cet effet manque clairement de clarté. Donc, par ailleurs, ces procédures de signalement ne sont pas standardisées. Il est très facile de signaler un contenu sur YouTube. À l'inverse, c'est quasiment impossible sur Google Search, alors qu'on peut facilement trouver des contenus choquants dans la première page des résultats de recherche. Pas plus tard que tout à l'heure, nous avons essayé de signaler en vain un lien pointant vers un magazine édité par Al-Qaïda, et on n'a pas réussi. Donc de plus, les décisions de supprimer ou non un contenu sont prises au cas par cas par les plateformes qui semblent allouer à ce travail des ressources limitées. Et enfin, ces plateformes rencontrent très souvent des difficultés pour s'adapter au droit et à la culture locale quand il s'agit de décider de l'opportunité de modérer un contenu. On peut prendre pour exemple une vidéo de Daesh appelant à commettre des attentats en France qui a été vue plus d'1 million de fois sur Facebook sans être supprimée et malgré les signalements parce que la plateforme a jugé qu'elle n'était pas contraire à ces CGU. Donc pour répondre à cette problématique, le CNUM invite le législateur à renforcer les dispositifs de signalement en imposant notamment un accès standardisé et généralisé aux outils de signalement sur toutes les plateformes. Il faudrait le rendre plus accessible sur toutes les pages et en un clic. On pourrait par exemple s'inspirer du système qui fonctionne déjà en matière de jeux vidéo, le système PEGI, ou sur Twitter. Après. Vous avez touché. Oui. Donc Twitter, YouTube et d'autres plateformes offrent de plus en plus aujourd'hui des procédures de fast track aux associations, c'est-à-dire que c'est un accès privilégié en fait aux outils de signalement, par exemple pour les associations de lutte contre le racisme ou l'homophobie. Il serait intéressant de généraliser ces procédés et peut-être par le biais de la loi. Et enfin, nous recommandons d'inviter les plateformes à travailler avec le gouvernement sur la notion même d'apologie du terrorisme afin d'aider les équipes en charge du traitement des notifications à procéder à un traitement qui soit plus simple et efficace. Merci beaucoup. Vous n'avez pas encore fini. Il reste 2 points, si vous le permettez. Donc, en accélérant, donc le 4e axe de piste d'action pour rendre plus difficile les actions entreprises par les terroristes, c'est la régulation communautaire. En fait, le CNUM appelle à inventer de nouvelles formes de régulation des contenus illicites, de propagande terroriste ou non, en amont de la procédure judiciaire, ce qu'on appelle la régulation communautaire. Cette régulation communautaire prendrait la forme de 2 façons. Côté signalement, nous pensons qu'il faut donner à la communauté des utilisateurs les moyens de veiller sur elle-même. Les plateformes se plaignent parfois d'être submergées par les signalements. Pourquoi ne pas déléguer une partie de cette vigilance à la communauté des utilisateurs, la multitude ? La régulation communautaire est une forme de contrôle décentralisé effectué par les utilisateurs eux-mêmes. Un exemple est celui de Wikipédia, qui en illustre clairement la situation. Les procédures de vigilance, ils sont décentralisées. Chaque contributeur est un critique vigilant des contributions des autres, et ça fonctionne. D'après les études, les actes de vandalisme sur Wikipédia sont corrigés en moyenne en 2 jours, avec une médiane à 11 minutes. Côté sanctions,
Plutôt que de chercher à atteindre une judiciarisation illusoire de tous les échanges sur les réseaux sociaux, nous sommes d'avis qu'il faut avant tout penser les sanctions à l'intérieur même des plateformes. L'idée étant de les rapprocher de la réalité sociale des réseaux sociaux et y réintégrer la dimension pédagogique. Les sanctions appliquées par les plateformes devraient être clairement proportionnées et graduées. On pense notamment à des messages d'avertissement privés ou publics, à des gels du compte incriminé pour une durée plus ou moins longue, et pourquoi pas accompagnée d'une mention publique, à l'utilisation du compte pour la diffusion de contre-messages, ou enfin à la fermeture définitive du compte. De telles sanctions seraient plus efficaces qu'une menace abstraite et lointaine du juge parce qu'elles font directement levier sur le capital social des individus. On prive les auteurs de contenus illicites d'une audience qu'ils ont mis longtemps à constituer sur ces réseaux. On touche le cœur de la stratégie des producteurs et diffuseurs de contenu. Et on en finira très très rapidement par le dernier axe de proposition qui consiste à renforcer la coopération internationale pour réduire ce phénomène de compétition des législations et permettre un retrait des contenus qui soit le seul efficace, le retrait à la source. Donc l'implication des États dans la lutte contre les comportements illicites et particulièrement en matière terroriste est très inégale. Si bien que certains États apparaissent comme des paradis Internet, entre guillemets, et les contenus qui sont géographiquement hébergés dans ces États sont très difficiles à faire retirer à la source. C'est pourquoi les pouvoirs publics sont souvent tentés d'en bloquer l'accès au niveau français. Donc on a 3 pistes de proposition. Donc la coopération internationale devrait être renforcée d'une part avec les États récalcitrants pour réduire ce phénomène de balkanisation du web, d'autre part avec les États-Unis, et à ce titre, une révision de l'accord de coopération entre la France et les États-Unis, le MLAT, pour Mutual Legal Assistance Treaty, apparaît comme une priorité absolue, car cette procédure permet à un juge français de demander aux autorités américaines l'accès à des informations qui sont hébergées sur des plateformes situées aux États-Unis, et cette procédure est aujourd'hui beaucoup trop lente. On peut mettre 1 an aujourd'hui pour une requête MLAT. Et un mouvement de réforme en ce moment qui semble s'être amorcé, il serait nécessaire de le poursuivre. Et enfin, une coopération renforcée avec les plateformes elles-mêmes qui ont tout intérêt à travailler en collaboration avec les pouvoirs publics dans la mesure où elles ne peuvent pas se priver d'une audience française. Je vous remercie de votre attention. Pardon de vous avoir pressé, mais j'avais l'œil fixé sur l'horloge et notre rapporteur est tout à fait pressé de vous poser des questions aux uns et aux autres sur votre vision d'Internet comme zone de non-droit en quelque sorte. Oui, alors, merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, Madame, Messieurs, merci pour tout ce que vous nous avez dit. Je dois dire que beaucoup de questions se posent à nous. Et moi, j'érige un postulat déjà. Internet ne saurait être un espace de non-droit. Certains défendent l'idée que Internet est un espace de non-droit. Bon. Et nous avons eu beaucoup de mal lorsque nous avons voté la loi de programmation militaire et la dernière loi sur le terrorisme parce que nous avons été traités de liberticides. Bon. Alors, moi, je suis très, très précis. J'ai été heureux de ce que vous avez dit, Madame Chambon. Monsieur Tabaka, je constate que la ZIC progresse un peu, puisque nous avions été bombardés à une certaine époque de communiqués de l'ASIC. Les premiers que j'ai reçus, je ne savais même pas ce que c'était, qui disaient, voilà, danger, halte, les libertés sont menacées dans la République française. Et après, quand j'ai vu que les gens, les organismes très notoires qui composaient l'ASIC ne manquaient pas chaque jour de fournir la NSA en millions de données, j'ai trouvé qu'il y avait quelques disproportions entre la pratique et les admonestations qui nous étaient charitablement faites. Donc, je voulais dire cela, l'ASIC n'est pas un organisme neutre et idyllique qui travaille uniquement comme ça dans une atmosphère éthérée. Il y a des intérêts qui sont en jeu, je permets de le dire publiquement puisque c'est la vérité. Alors, je veux dire aussi que néanmoins, vous avez raison de dire qu'il faut dialoguer avec ces organismes qui ont une responsabilité très grande. Bon. Alors ensuite, pour le Conseil national du numérique, vous avez travaillé beaucoup, mais je dois dire que certaines des déclarations que vous faites me laissent un peu pantois. Je cite,
les plateformes présentent des difficultés pour s'adapter au droit. Ah oui. Non, mais c'est vrai, sans doute. Mais il existe un code pénal dans ce pays, et en général, il s'applique, quoi. On ne prend pas pour excuse qu'on a une difficulté à s'adapter au droit. Vous voyez ce que je veux dire? Ou encore, ce que vous avez dit à la fin est symptomatique quand même. Vous avez dit, je vous cite, hein, Monsieur Berthet, amicalement, vous avez dit, plutôt que de se référer à des sanctions judiciaires, les sanctions à l'intérieur des plateformes sont plus efficaces. Alors, ce qui, finalement, si je regarde cette phrase que vous avez dite, ça veut dire qu'il y a une communauté Internet qui s'autorégule, et d'une certaine façon, vous pensez qu'aucune loi externe ne peut véritablement, alors peut-être que j'ai mal compris, être à 100% efficace devant, et que la seule solution, c'est finalement l'autorégulation du système par lui-même. Alors bon, moi je pense de toutes mes forces, si vous voulez, que je ne vais pas être long, hein, j'arrête, que il y a si vous êtes journaliste dans un journal écrit, dans papier, Le Monde, Libération, Le Figaro, etc., bon, vous publiez quelque chose qui est xénophobe, raciste, antisémite, apologie du terrorisme. Et vous mettez des photos de gens qui tiennent deux têtes sanguinolentes en disant « Bravo, nous sommes les meilleurs ». Bon, si vous faites ça, vous êtes sanctionné en vertu du code pénal. Bon, je considère qu'il n'y a aucune raison pour que ce ne soit pas exactement pareil si le média est un réseau social. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, il y a la question, bien entendu, et Madame Chambon, vous l'avez dit, de la mise en œuvre. Hein, soit parce qu'on va enjoindre de retirer le message, et c'est très important que le juge puisse intervenir. Mais il y a aussi des mesures à caractère administratif, bien sûr, qui peuvent toujours être contestées. Mais vous avez dit qu'il avait fallu 3 minutes pour enlever un message particulièrement dangereux d'apologie du terrorisme. Donc il faut réagir avec une grande rapidité. Donc vous avez fait des propositions utiles. Moi je retiens la proposition selon laquelle, en un seul clic, on pourrait signaler sur tout réseau social un site qui est contraire à la loi, qui présente de réels dangers. Parce que, bon, on peut dire aussi, vous l'avez dit, que le djihadisme se développe par d'autres moyens que l'Internet. Il n'en reste pas moins que l'Internet est de plus en plus un vecteur important. Et qu'on ne peut pas dire, c'est un des éléments, il faut de la pédagogie, de la psychologie, ok, mais il faut aussi protéger. Excusez-moi d'être comme ça, je ne suis pas d'une nature répressive, moi aussi j'aime bien la liberté, mais la liberté s'exerce dans le cadre de la loi, sinon il faut fermer cette maison. Et l'autre à côté, là, pas loin, qui s'appelle l'Assemblée nationale. Bon. Donc, je crois qu'il y a des mesures utiles, mais il y a des sites il y a des messages qu'il faut supprimer, et qu'il faut supprimer très rapidement. Et il y a des sites qu'il faut supprimer, parce qu'ils sont... Bon, alors, quand je dis ça, je pense que je parle pour la liberté. Bon, mais je suis tout à fait d'accord pour qu'il y ait des voies de recours, etc. Enfin, on est dans un état de droit pour que toutes les voies de recours existent, mais que l'on puisse protéger les populations contre le danger que représente le djihadisme. Et enfin, et j'arrête, vous avez tout à fait raison sur le fait qu'il est illusoire de penser que des lois nationales suffiront. Si nous sommes des Européens, nous pouvons quand même penser que l'Europe peut fonder des règles, et que au niveau international, plus largement, d'ailleurs je vois un certain nombre de débats qui ont lieu aussi bien au Japon, aux États-Unis, partout, il peut y avoir des règles, parce que je n'accepterai jamais, pour ma part, que l'on renonce à ce que l'intelligence humaine trouve les moyens d'éviter l'horreur, la monstruosité sur un espace qui s'appelle le net. Donc voilà, je vous dis ça en bloc, je ne sais pas si ce sont des questions, mais c'est dit de telle manière que vous aurez peut-être envie de réagir, et votre réaction m'intéresse beaucoup.
Merci, monsieur le rapporteur. Question ? Oui, mais qui vont dans le même sens, donc ça va aller très vite. Naturellement, l'intérêt évident d'Internet, c'est la rapidité de l'information. Donc, quand le rapporteur Jean-Pierre Sueur dit qu'il faut réagir vite en contre-discours et en retrait, ça me paraît tout à fait logique. On fournit rapidement une information, on doit pouvoir la retirer très vite. Et moi, je suis vraiment tout à fait intéressé par l'une ou l'autre des mesures que vous avez indiquées qui viseraient, par exemple, comme vient de le dire le rapporteur, à pouvoir signaler en un seul clic, de telle façon à pouvoir déclencher une réaction très vite. Moi, je voudrais dire, plutôt hostile, non pas résolument, j'allais dire plutôt hostile à l'intervention d'un juge, parce que ça va, excusez-moi d'être aussi clair que ça va encore prendre du temps, ça va encore créer des... Moi, vous avez vu l'utilisation d'Internet, je crois qu'il faut commencer par réagir vite, quitte à quelquefois... peut-être le faire de façon téméraire. Mais j'avais surtout une autre question qui s'adresse précisément à l'ASIC. On voit bien, mais quasiment là, je suis déjà en train d'anticiper le deuxième thème de cette journée. On voit bien qu'Internet est utilisé à des fins d'organisation par les groupes terroristes, à des fins d'organisation. Bon. Est-ce que chez vous, dans votre association, on a pris conscience de cela? C'est-à-dire, entre les différentes plateformes, il y a certainement quelque chose à mettre en œuvre de façon coordonnée. Excusez-moi d'être aussi direct que ça. Moi, j'ai le sentiment, comme vient de le dire à l'instant notre rapporteur, que vous êtes prompt à agir en défense. Si je peux me permettre, hein. Voilà, et vous l'avez prouvé à l'une autre occasion. Êtes-vous aussi prompt à agir positivement pour voir comment réagir de façon organisée chez vous à des efforts d'organisation qui sont faits, alors là, manifestement de l'autre côté. On est quelques-uns à croire que le loup solitaire, il n'existe pas. Voilà. Bon. Et que c'est un maillage qui est en train de s'organiser à travers les différents outils d'Internet, les différentes plateformes, etc. etc. Même si, globalement, on sait bien que les réseaux peuvent être différents, il y a un moment où ils se rejoignent. Voilà. Donc ma question c'est, y a-t-il un effort d'organisation de votre part? Ça vaut peut-être aussi pour le Conseil national du numérique. Est-ce que vous avez réfléchi à cela? Manifestement oui, puisque vous avez réfléchi aussi déjà à des pistes d'action, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aider notre gouvernement sur ce plan-là, hein, aussi clair que cela, d'aider notre gouvernement à bâtir une stratégie numérique qui dépasserait simplement le contre-discours qu'on est en train de mettre en place. Voilà. Mais rapidement. Merci. Alors, avant de vous laisser répondre, j'ai 4 orateurs inscrits. Si vous le voulez bien, je vais prendre toutes les questions en même temps. Ça permettra d'organiser la réponse, puisque cette table doit s'arrêter à 16h30. Et que donc, pour la bonne organisation de nos travaux, je donne d'abord la parole à Alain Gournac, puis à Michel Vergoz, puis à Claude Rénal, puis à Françoise Cartron. Merci, Madame la Présidente. D'abord, je voudrais remercier nos invités parce qu'ils nous ont donné non seulement des analyses, mais aussi des pistes. Hein, la raquette, elle passe aussi devant Internet et encore pas mal de trous dans la raquette. Il y a même un endroit, il n'y a pas du tout de fil. Alors la première chose, je voudrais vous dire, Monsieur Bonnet, parce que je vous ai entendu dire, il y a tout de suite une réaction de l'Assemblée nationale et du Sénat. Non. Si c'était vrai, je vous dirais que oui. Il y a eu une réaction de l'Assemblée nationale à l'instant. Nous travaillons depuis le mois d'octobre. Et vous savez que les événements graves qui ont touché notre pays, c'est il y a 15 jours. Donc, c'est pas vrai. Si c'était vrai, je vous dirais, vous avez raison. Nous, depuis le début, nous allons en profondeur pour regarder des propositions qui seraient des propositions acceptables. Il y a les droits de l'homme, on est comme vous. Hein. On n'a pas du tout envie, dans ce pays, des droits de l'homme d'ailleurs. Bon, mais. Et puis la deuxième chose, vous avez dit, Monsieur Bonnet, en toute amitié, hein, je vous cite vous parce que vous m'avez un petit peu interloqué en disant il faut pas tout ce danger vient pas seulement d'Internet. Je suis pas d'accord avec vous. Nous on a la preuve que des jeunes, alors peut-être des petits esprits,
sont partis au djihad après un film qu'ils ont regardé sur Internet. Un, pas deux. Et ils sont partis au djihad, et bon, ça tombe mal, parce que pour certains, ils sont partis pas loin de chez moi, comme dirait l'autre. Bon. Donc je dis quand même que pour ces esprits, vous savez, quand je dis des petits esprits, je ne veux pas dire ça, mais un peu perdus dans la société, ils sont favorables à recevoir ce message. Mais oui, il faut que j'y aille. Donc non, franchement, Monsieur Bonnet, l'Internet est pour nous, jusqu'à, on est là devant vous, et quelque chose d'important pour faire partir les gens. Alors, il y a des pistes que vous nous donnez qui sont intéressantes. Moi, je suis d'accord avec le co-président de rajouter un juge. Il faut faire attention à tout ça parce que ça peut peut-être aussi, au contraire, freiner. Et puis, je suis tout à fait d'accord avec le rapporteur. Je l'ai écouté avec beaucoup d'attention, comme d'habitude. On n'est pas dans un pays de non-droit. Hein, je ne vois pas pourquoi, dans d'autres domaines, on va être exigeant pour respecter le droit, et puis que dans ce domaine, oh bah oui, mais c'est spécial, vous comprenez, c'est Internet, alors on vient dessus, on est libre. Non. On est dans un pays de droit, hein, et il faut, je suis désolé de vous dire ça, ne le prenez pas mal, c'est pas une leçon, et dans ce pays de droit, il faut aussi qu'on trouve des solutions pour qu'Internet puisse freiner cette approche et donner des résultats. Voilà, c'est tout. C'est tout. Très bien. Michel Vagoz. Oui, moi je ne suis pas expert en la matière, je suis un simple citoyen français extrêmement inquiet par ce que nous avons vécu, et permettez-moi, parce que certains m'ont fait découvrir sur Internet. Je vais commencer par vous, monsieur. Quand vous faites le débat sémantique sur est-ce que c'est à l'hébergeur d'apprécier le caractère illégal, je vous dis, ne vous blessez pas, hein. Vous m'avez choqué. Parce que je pensais que le plus grand dénominateur commun entre nous, c'était notre citoyenneté de Français. Et quand la République est attaquée, ne me demandez pas de faire une loi dans la précipitation, j'aimerais être sourd à votre demande. Parce qu'elle est préoccupante sur le degré de mobilisation citoyen dans cette grande et belle France. Moi, je viens de La Réunion, monsieur, à 9500 km d'ici, et je me sens profondément républicain et concerné par cette chose. Ce ne serait pas de la délation de ma part que d'indiquer en transparence aux autorités que les décapitations de citoyens du monde, et ce n'était pas seulement mon compatriote, d'autres, américains, anglais, m'ont profondément choqué. Et si un citoyen de l'Europe, allez, on parle de chez nous, de la France, s'interroge de savoir quand le contenu est manifestement illégal, alors là, il y a un problème, monsieur Tabaka. Il y a un gros problème. Voilà, ne prenez pas mal, hein, je me situe sur la même ligne que monsieur. Je ne dis pas que vous m'avez choqué, je dis simplement que vous m'avez donné de l'énergie pour me redresser plus fort encore pour faire front. Et j'aimerais ne pas vous donner satisfaction en attendant vos réponses de citoyens sur ASIC. Est-ce que je peux vous poser la question, combien d'hébergeurs en France? Vous me répondrez tout à l'heure. Parce que je me dis, en tant que non éclairé, non avisé, non expert, et si les hébergeurs se faisaient de la concurrence, c'est que c'est les arranger de ne pas se mêler de ces choses-là, elles sont si basses, se transformer en juges, et de peur de perdre des clients, au prétexte qu'ils seraient plus sévères ici qu'ailleurs, tel et tel hébergeur, eh bien ils se mettaient à dire on n'a pas vu, on n'a pas entendu. Excusez-moi, monsieur Tabaka, je n'ai rien contre vous, hein. Je reprends les précautions de mon collègue. Voilà, je souhaitais dire cela, madame la présidente. Cela m'a choqué. La République ne peut pas se relever si on ne se sent pas tous concernés par notre devoir de responsabilité. Au nom de la finance, au nom des profits, on ne peut pas laisser tout faire.
Et on est en droit d'attendre que nous prenions nous-mêmes un peu en charge. Je le dis gravement. Madame la sous-directrice de la police judiciaire, je vous écoutais avec beaucoup d'intérêt. Est-ce que vous pourriez me répondre si vous êtes satisfaite du temps de réponse entre le signalement, la découverte et le blocage? Est-ce que vous avez noté des dysfonctionnements? Est-ce que vous avez déjà pensé à un moment qu'on pouvait aller beaucoup plus vite? Et si oui, quels sont les éléments que dont nous devrions disposer pour en être ainsi? Donc, j'arrête. Je vous remercie, Madame la Présidente. Mais je vous en prie, mon cher collègue, je précise que cette audition est ouverte aux membres du Sénat qui ne sont pas membres de la commission d'enquête. Et c'est bien parce que ce problème relève d'une question éminemment citoyenne, éminemment difficile, qui est liée aux droits de l'homme, qui est liée aux nouvelles technologies et aussi à une nouvelle délinquance. Et que je peux vous dire, sans violer le huis clos, que plus nous avançons, plus nous avons de questions et plus nous avons de questionnements. Donc si cette audition est ouverte sur ce sujet particulier, c'est précisément pour qu'on puisse aussi faire état de nos interrogations et que chacun puisse s'exprimer, parce que les millions de Français qui étaient dans la rue il y a quelques jours ont bien répondu à ce réflexe citoyen, et il va bien falloir aussi que cela se retranscrive dans les actes et que cette citoyenneté passe à la fois par les hébergeurs, à la fois par le conseil numérique, à la fois par l'utilisateur. Et encore une fois, merci de nous avoir donné ces pistes, notamment sur les signalements, et aussi par les autorités qui sont là. Mais je crois que c'est tous ensemble qu'on arrivera à la fois à mieux appréhender le problème et aussi à ajuster les solutions. On a tous bien compris depuis longtemps, avec 12 ou 14 lois antiterroristes en 15 ans, que le tout répressif ne fonctionnerait pas. Bon, donc voilà où nous en sommes. Merci de vos indignations et de vos questions. Merci de les avoir entendues. On n'a pas encore vos réponses, mais nous n'allons pas tarder à les avoir. Claude Raynal. Moi, je ne voudrais pas, Madame la Présidente, à l'occasion de mes interrogations, renforcer ce qui vient d'être dit et d'une certaine façon faire douter ceux qui ont été invités de la pertinence d'être venus. Parce qu'effectivement, dans les propos, nous partageons, je partage avec les collègues qui ont parlé précédemment, quelques interrogations par rapport à la façon dont les choses nous ont été présentées, même si, sur le fond, elles ont été riches et complètes. Mais le point qui a été pour moi le plus étonnant, mais cela a été dit avec d'autres mots, c'est l'impression, je réécouterai d'ailleurs ce qui a été enregistré, j'avais l'impression, en vous écoutant, messieurs, d'une certaine minimisation du sujet. Une vision, et j'ai senti dans votre intervention, j'aurais aimé, je le dis, d'abord, que vous marquiez, effectivement, en tant que représentant, en tant que personne, l'intérêt des questions qui sont posées et du sujet, plus qu'un plaidoyer pour le minimiser. Et très sincèrement, je l'ai ressenti comme ça. J'ai ressenti ça, une minimisation du sujet complète, et j'aurais préféré, très sincèrement, mais comme d'autres, une implication plus forte et en préalable une reconnaissance d'un sujet avec d'abord la volonté d'agir, même si c'est compliqué. Et vous avez donné tous les termes de la complexité. Mais politiquement, on est habitué à ça, quel que soit le sujet que l'on traite. Il ne serait pas politique s'il n'était pas complexe. On n'aurait pas besoin de nous pour traiter des sujets qui auraient finalement des réponses assez naturelles. Alors, ce qui m'a encore plus choqué, c'est des expressions. Les réseaux sociaux, il est impossible d'agir. La ligne Maginot numérique. Il y a des façons, moins ironiques de dire les choses. On comprend bien, en même temps qu'elle n'existe pas, cette ligne Maginot numérique. Mais enfin, là aussi, j'aurais souhaité que vous ouvriez sur l'idée, on n'a pas encore trouvé les solutions, mais on les cherche. Et en tout cas, on est prêt à revenir vers vous, avec une réflexion plus approfondie, parce que le sujet, il est là, et on doit le traiter. Sur la question sur la question d'aujourd'hui,
je rejoins le rapporteur, évidemment, les coprésidents, pour dire que le sujet, on le sent bien depuis quelques mois que nous travaillons sur ces sujets, que la question est d'agir vite. Quand on renvoie vers le juge, je l'ai été moi-même, donc je sais ce qu'on veut dire aussi, d'une certaine façon. On renvoie vers le juge des libertés, etc., etc. Je ne suis pas sûr qu'on soit dans la réponse à la question qui est posée. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un juge quelque part. Mais par exemple, on pourrait inverser le cycle. Dire on agit d'abord, et si quelqu'un veut saisir le juge, c'est le site qui est fermé, par exemple. Voire la plateforme, qui pourrait saisir le juge éventuellement utilement si elle considère que l'action rapide a été finalement trop forte ou attentatoire. Bien. Enfin, vous renvoyez... donc je prends effectivement comme mes collègues comme position... question intéressante, la question d'un signalement en un clic, c'est vrai que ça fait partie des sujets qui sont tout à fait intéressants dans ce que vous avez dit. Nourrir les contre-discours, c'est déjà un peu plus complexe, mais il y a peut-être une idée quand même à creuser, parce qu'effectivement, il faut aussi utiliser les outils et renvoyer des contre-messages. Il y a sans doute quelque chose qui est de nature tout à fait intéressante. Et sur la réponse internationale, faisons attention à ne pas renvoyer à un accord international des sujets de cette nature. L'histoire internationale et l'histoire des réponses internationales montrent qu'il faut qu'il y ait des gens qui les initient. Et donc, il faut lancer les mouvements. Et ensuite, nous avons éventuellement un message européen, puis plus tard, un message international. Mais nous ne disons pas, écoutez, au niveau national, on ne peut rien faire, donc on renvoie une réponse internationale. C'est la meilleure façon de ne pas s'intéresser au sujet. Donc, je crois que oui, effectivement, comme sur beaucoup de sujets d'ailleurs, puisqu'on est aujourd'hui dans une mondialisation, les réponses sont souvent au niveau mondial, vous avez raison de le dire. Mais en même temps, il faut initier les sujets, il faut initier les premières réponses, et à partir de là, on agrège. Je vous remercie. Madame la vice-présidente du Sénat, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Alors, comme vous l'avez dit, je me joins à vous parce que je regarderai la chose par le côté volet éducatif. Parce que nous sommes interpellés, et je crois que l'école est interpellée par rapport à ce phénomène. Alors, vous l'avez dit, Madame Chambon, les choses se passent, j'inverserai peut-être par rapport à l'ordre que vous aviez dit, propagande, endoctrinement, conversion. Et par rapport, alors on a beaucoup évoqué le blocage des messages qui sont choquants, illégaux et autres. Mais je voudrais avoir votre avis sur la démarche qui, quelquefois, aboutit à ce type de message. Car avant, dans la démarche, justement, de propagande, il y a des messages qui peuvent apparaître plus soft, plus anodins, mais qui, dans un crescendo, conduisent après, justement, à cet endoctrinement des jeunes. Et c'est peut-être là, dès le début des premiers messages, que si les enseignants, les parents sont formés à l'alerte par rapport à ces premiers messages, pourraient intervenir en amont pour peut-être, pour certains, éviter d'arriver presque quand il est trop tard. Donc, moi je m'interroge. Par rapport à cela, est-ce qu'il y a, et moi je pense qu'il y a nécessité à former toutes les équipes éducatives sur la méthode, parce qu'il y a une méthodologie derrière cette propagande qui conduit à l'endoctrinement, pour que les adultes qui sont justement en contact avec ces jeunes soient réceptifs, parce que par rapport à la méthode et au message gradué, il y a aussi dans le comportement du jeune des changements gradués. Et donc, comment peut-on peut-être
Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous partagez un petit peu cette analyse? Et donc, comment peut-on aussi agir à côté des autres propositions que vous avez faites? Merci. Madame Chambon, c'est à vous. Êtes-vous contente, satisfaite du délai de réponse et de la façon dont ça se passe? Et pouvez-vous répondre à Madame la vice-présidente du Sénat? Puis nous viendrons aux réponses du Conseil du numérique et de la ZIC. Du point de vue du délai qui est celui dans lequel répondent les plateformes d'hébergement de diffusion des vidéos, nous avons un taux de satisfaction assez important, à la fois en qualité de réponse et en rapidité. La plupart des vidéos qui ne sont pas sujettes à caution et qui sont appréciées comme manifestement illicites sortent tout de suite. Le délai de réponse est de quelques minutes des plateformes. Donc on a quand même une réactivité, je dois le souligner, que ce soit de Google, que ce soit de Microsoft, Dailymotion ou de WhatsApp pour TF1. On a malgré tout une réactivité en actionnant uniquement le dispositif de la LCEN qui consiste à appeler la responsabilité de l'hébergeur. Sur ce point-là, je pense qu'on a fait d'énormes progrès depuis la création de la plateforme. La discussion est plus problématique lorsque l'on a affaire à du blocage tel qu'il va être mis en œuvre, puisqu'on aura affaire à des hébergeurs qui bien souvent seront étrangers. Donc là, évidemment, l'hébergeur sera en général assez peu coopératif, puisqu'il aura des moyens de diffusion qui seront autres. Donc j'ai du mal à apprécier à ce stade la rapidité avec laquelle ils vont fonctionner, d'autant que le blocage par les fournisseurs d'accès coupera la visibilité en apparence pour nous. Et donc on ne saura pas si, officiellement bien sûr, si les hébergeurs enlèvent ou non, ou les éditeurs retirent ou pas les contenus. Pour ce qui est de l'hébergement international, ça a été souligné par les différents intervenants, effectivement il y a des paradis dans lesquels vont s'héberger un certain nombre de vidéos ou de contenus illicites. Je pense que la pression internationale a un rôle à jouer. La pression politique européenne et internationale peut avoir un impact. On a de plus en plus, si on part des années 2000, début des années 2000 et maintenant, on a fait des progrès considérables. Et je pense que le rôle politique et le poids politique a une importance prédominante pour accompagner ces efforts. Et marginaliser de plus en plus les États qui bâtissent des empires de non-droit. Pour ce qui est de la question posée par la vice-présidente, je partage totalement l'analyse. Et d'ailleurs, c'est un des sujets sur l'approche que nous avons de la liste, qui est la liste des sites sur lesquels la propagande se fait. Nous avons tendance effectivement à considérer que l'on a des alertes à mettre en place et que le blocage en fait partie. Parce que c'est là que la notion d'interprétation et de qualification est la plus complexe à mettre en œuvre pour nos opérateurs. C'est pour ça qu'on va en spécialiser. Nous en avons déjà des spécialisés, mais nous allons les positionner sur la plateforme de blocage. Et nous avons pris des gens qui sont capables d'avoir des approches juridiques un petit peu étoffées pour être certains qu'ils fassent déjà une préqualification solide. Nous nous garantirons par ailleurs d'un certain nombre de validations. Ces sites de propagande ont tendance à viser large. Voilà. Et à attirer finalement le chaland, jeune de préférence, vers des endroits qui seront celui qui lui permettra de se créer un socle de valeurs, les mauvaises forcément, mais des valeurs, des repères, des discussions, des échanges qui seront en contradiction complète avec ce qu'il peut avoir au niveau social, soit délité, soit normal, ou au niveau scolaire, où on sent bien qu'il y a une analyse pour l'instant des signaux faibles qui n'est pas vraiment relayée. La formation des équipes éducatives à ces signaux faibles, puisque c'est le miroir finalement de cette propagande et de qui se distille dans un tissu jeune de préférence, parfois moins jeune, des gens qui sont pertes de repères mais beaucoup plus tard, me paraît essentiel. Il faudra néanmoins faire tomber cette fracture qu'il y a entre l'approche que l'on a systématiquement des autorités un peu répressives
et des forces éducatives qui sont plutôt protectrices de leur environnement scolaire. Ce que l'on conçoit parfaitement. Mais je pense qu'il va falloir créer des passerelles qui peuvent être prises par des services qui sont moins connotés, peut-être de manière répressive, mais encore que les passages dans les écoles peuvent créer justement cette alerte. Et puis détecter, donner les signes de visibilité de ces signaux faibles. Je pense que M. Chadris, qui viendra tout à l'heure, sera à même de vous parler de ces signaux et de la façon dont ils sont reçus par des jeunes et comment ils les ont acquis. Je pense que c'est un point qu'il a, lui, en visibilité directe. Donc la réceptivité, bien évidemment, s'appuie sur un tissu qui est un peu fragile et qui aboutit à ce que cette propagande se transforme en endoctrinement. Mais plus on va vers le durcissement, finalement, plus la visibilité diminue. C'est évident. Et c'est là qu'on poursuit un petit peu dans le cheminement que nous donnent les internautes, ces phases d'endoctrinement. Alors, la difficulté vient effectivement de la dissociation qu'il peut y avoir dans l'interprétation de textes. Mais l'environnement de ces textes-là est rarement celui qui appelle à la paix. Donc je pense qu'à un moment donné, voilà, on peut quand même avoir un peu de discernement et puis d'analyse. Et je pense qu'on est capable de discriminer ce qui est d'un rôle d'un imam ou d'un... manifestement, nous sommes plutôt dans une religion que celui qui appelle au djihad. Je pense qu'à un moment donné, l'utilisation de certains versets du Coran, de certaines sourates, sont quand même plus orientés que d'autres. Donc il y a une analyse qui peut être faite par tout un chacun avec un peu de bon sens. Là où la problématique se pose, c'est un phénomène de conversion qui, lui, est beaucoup plus dissimulé, parce qu'il y a déjà une prise en charge dans une communauté Internet ou dans une communauté physique qui masque peut-être cette réalité. Voilà, c'est ce que je voulais dire. J'ai une précision à vous demander, Madame Chambon. En ce qui concerne la traçabilité de la source, comment est-ce qu'on pourrait améliorer le dispositif? Et je crois que le sénateur Richard a aussi une précision à vous demander. Oui, êtes-vous autorisé à nous dire les pays qui constituent ces paradis pour hébergeurs dont vous parliez tout à l'heure? De tête, je ne pourrais pas vous en fournir une liste, mais par contre, je peux vous communiquer cette liste par la suite. Beaucoup de petites îles. Messieurs, vous avez été interpellés par les uns et les autres. Est-ce que vous pourriez nous donner votre position sur cet Internet que vous prenez un peu en zone de non-droit, ou cette minimisation du phénomène que certains ont cru relever dans vos propos? Le Conseil du numérique, à vous. Oui, merci pour les questions et désolé s'il y a une incompréhension. Bien sûr, la situation est critique. Nous, on cherche et on doit agir vite et faire en sorte que l'État puisse agir vite et tout faire pour rendre difficile, impossible l'action des terroristes. Il y a bien sûr des contenus, des sites à supprimer, à déréférencer, à bloquer. On n'est pas du tout contre ça, bien au contraire. Il y a bien sûr des peines à prononcer. Internet n'est pas un espace de non-droit et on doit faire en sorte qu'il ne soit pas perçu comme tel. Ouais. Non, Internet n'est pas considéré comme un espace de non-droit. Il est malheureusement trop souvent perçu à tort comme un monde un peu à part du droit. J'aimerais juste revenir à ce sujet-là, en fait, s'il y a une petite incompréhension sur la question de la régulation communautaire. Le débat n'est pas du tout de sortir Internet du droit ou de se passer du droit pénal. La régulation communautaire, justement, est pensée pour pallier les limites du droit et les difficultés que le droit peut avoir à s'appliquer sur Internet. Donc c'est quelque chose qui pourrait se mettre en place en amont de la procédure judiciaire sans jamais la remplacer, c'est en complément. C'est pour répondre en fait à deux difficultés qu'on voit aujourd'hui par rapport qui illustrent les difficultés qu'a le droit à s'appliquer. D'une part, la difficulté pour la plateforme de traiter tous les signalements qu'on lui fait remonter dans un espace décentralisé, et d'autre part, une difficulté du droit à appliquer des sanctions qui soient véritablement dissuasives et pédagogiques. Parce qu'aujourd'hui,
Et l'actualité de ces derniers jours l'a un petit peu montré. Il y a eu beaucoup de peines d'emprisonnement qui ont été prononcées pour l'apologie au terrorisme, une cinquantaine je crois, dont notamment certaines pour des propos tenus sur Internet. En réalité, c'est une proportion assez faible face aux 250 000, je n'ai plus les chiffres en tête, ces signalements qui ont pu être recensés. Et ça illustre à notre sens une forme de déconnexion en réalité entre les sanctions du droit et la réalité sociale des individus sur les médias sociaux. C'est pourquoi l'objectif du CNUM est d'aboutir à des modes de régulation complémentaires et en amont de la réponse pénale à proprement parler, qui puissent être plus efficaces justement pour supprimer ces contenus. Voilà, et traiter les effets de propagation qui sont propres au web. Sur la question de la place du juge plus spécifiquement, le CNUM donc, a rappelé dans son avis qu'il était particulièrement attaché à conserver le juge. Le CNUM est conscient en revanche des lenteurs qu'il peut y avoir en matière judiciaire. C'est pourquoi il se prononçait, en fait, il proposait de réinvestir les procédures d'urgence qui sont aujourd'hui assez peu utilisées. On peut penser par exemple au référé LCEN. On a rencontré plusieurs avocats et de magistrats qui nous expliquaient que ces procédures étaient sous-utilisées. Le CNUM proposait également d'inventer de nouvelles procédures justement pour conforter la place du juge et à obtenir plus de célérité et plus de systématisation dans le traitement des dossiers. C'est pourquoi on proposait par exemple de s'inspirer du mécanisme qui existe en matière de jeux illicites, à savoir pour l'Argel, en inventant des mécanismes hybrides où l'administration pourrait transmettre à un magistrat une liste de sites à bloquer. Le magistrat pourrait prendre une décision extrêmement rapide en matière de jeux en ligne. Ce sont des délais qui sont de l'ordre de même pas une semaine. Voilà. Monsieur Tabaka. Oui. Non, très rapidement, parce que je sais que vous devez poursuivre vos travaux. Déjà, sur la question zone de non-droit, je crois que, paradoxalement, hein, même si vous avez peut-être cette impression-là, les acteurs du web ont plutôt à expliquer en permanence qu'on est déjà dans une zone de droit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la loi économie numérique, c'est un cadre juridique, il a été créé il y a 10 ans, il faisait suite à une loi du 1er août 2000 qui était la première loi Internet. On a depuis eu énormément de dispositions législatives qui sont venues se succéder, se superposer sur, et qui visent même spécifiquement Internet, puisque le fait d'utiliser Internet est pour de nombreuses infractions une circonstance aggravante. Donc clairement, aujourd'hui, on est dans une situation où Internet est régulé par le droit. Ce n'est pas une zone de non-droit. On est véritablement dans une zone régulée par le droit, avec des juges, avec des procédures, etc. Sur la séparation manifestement illicite, illicéité, je suis désolé effectivement si cette discussion vous a choqué, mais je voudrais juste rappeler, enfin juste apporter un élément complémentaire. Quand on fait cette distinction-là, on n'est pas du tout sur les contenus que vous pouvez imaginer en matière d'apologie du terrorisme. On n'est pas du tout sur des questions de décapitation, etc. La question ne se pose même plus par rapport à un certain nombre de ces contenus-là. C'est pour ça qu'effectivement, dès lors qu'on est au courant, dès lors qu'on se voit signaler ces types-là de contenus, leur suppression est très rapide et très facile parce que clairement, les différentes équipes, les différentes plateformes qui sont amenées à voir ça, se rendent compte immédiatement que c'est manifestement illicite. Ils agissent immédiatement. La particularité, c'est quelqu'un, je ne sais plus qui, désolé, mais a employé le terme, c'est par rapport à des contenus beaucoup plus délicats à apprécier et de savoir est-ce qu'on est sur un contenu qui relève du délit d'opinion ou pas. C'est-à-dire notamment des textes écrits. Une personne qui va mettre même en ligne, on a été confronté, plusieurs plateformes ont été confrontées à ces problématiques-là, avec quelqu'un qui met en ligne une vidéo en disant « Mon Dieu, cette vidéo est atroce, faut la dénoncer ». Vous voyez ? Donc il reprend le contenu problématique, mais avec un texte autour qui lui-même tend à le dénoncer. Et donc, par rapport en disant il faut supprimer ce contenu, et donc vous voyez, il y a des éléments de contexte, etc. C'est-à-dire que par moment, vous pouvez avoir des vraies difficultés qui sont posées aux hébergeurs. Tout à l'heure, vous demandiez combien d'hébergeurs en France. Je suis désolé, on est incapable de faire le calcul parce que ça recouvre tellement de métiers
dans le domaine du numérique. Ça va être des plateformes de vidéo, des plateformes de e-commerce, ça va être des forums de discussion, etc. Aujourd'hui, ça se compte en plusieurs milliers en France. Donc c'est quelque chose avec des individus d'un côté et des grandes multinationales de l'autre. Il faut vraiment avoir ce périmètre-là. Et rapidement, les 2 derniers éléments que je voulais aborder, c'était sur les questions de notification de contenu. Effectivement, les plateformes essaient de travailler au mieux à améliorer la notification de contenu en sachant que chaque plateforme a une autre problématique à gérer, c'est être capable de gérer aussi efficacement le retrait. C'est-à-dire que faciliter la notification, mais est-ce que le flux de notifications importants ne vont pas noyer également les équipes qui sont en charge du traitement et du retrait? Vous voyez, c'est l'équilibre entre recevoir l'information et traiter l'information. Aujourd'hui, ce qui est prioritaire, ce sont les notifications qui sont reçues de la part de Pharos, et effectivement, sont toujours traitées en priorité, parce que ça émane de l'autorité, et parce que de toute façon, à partir du moment où Pharos nous signale un contenu, ce contenu est illicite. Point final. La plateforme ne se pose même plus la question. Voilà, il n'y a pas de question d'appréciation, c'est véritablement l'autorité judiciaire qui nous signale un contenu, ce contenu est qualifié juridiquement, la question ne se pose pas. Là où la question est soulevée, c'est lorsque ces notifications viennent d'un internaute et qui dit « Mon Dieu, ce contenu-là est problématique, illicite, ne me convient pas, me choque ». Et donc là, on peut se retrouver à des problématiques d'appréciation, en fait, qui sont délicates. Donc effectivement, améliorer les outils de notification, énormément de plateformes ont fait ce cheminement-là, mais ils ont vu aussi en parallèle l'augmentation du nombre de notifications, fondées ou non selon les contenus, et à partir de là, une problématique de gestion. Et sur le dernier point, concernant l'organisation, comment fonctionnent toutes ces structures? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à améliorer aussi côté acteurs économiques? Aujourd'hui, on se rend compte que nous, on est un maillon de la chaîne, mais on n'est qu'un de ces maillons de la chaîne. Et on essaie de plus en plus à impliquer d'autres acteurs intéressés et qui veulent travailler notamment sur les questions de contre-discours, on a beaucoup parlé, aussi bien pour soutenir les initiatives de l'État, mais aussi pour faire émerger des initiatives individuelles, initiatives par exemple d'associations, etc. Juste pour vous citer deux travaux qui sont actuellement en cours, vous avez cette réflexion qui est à cours au niveau européen, dans le cadre du réseau InHope, et donc effectivement la Commission européenne a lancé en fait des réflexions intégrant l'ensemble des secteurs économiques et les associations concernées pour réfléchir un peu comment améliorer tout ça. Et côté ASIC, nous avons en fait très rapidement pris attache auprès du cabinet de l'Intérieur pour essayer de voir comment on peut améliorer les choses, c'est-à-dire qu'on travaille à la mise en œuvre du cadre juridique actuel avec notamment les équipes de Pharos, et en même temps, on travaille à voir comment on peut améliorer ça. Et c'est un travail qu'on a enclenché, pour rien vous cacher, la semaine dernière avec les différents membres de l'ASIC et le ministère de l'Intérieur, et qui va se poursuivre a priori assez rapidement, puisque le ministère souhaite qu'on puisse avancer assez rapidement sur ce sujet-là. Merci. Madame Chambon, messieurs, merci de nous avoir accordé ce temps et cette audition ouverte à la presse. C'est important que chacun puisse juger ici et à la rediffusion de cette audition à quel point nous sommes sur des sujets sensibles sur lesquels, évidemment, le législateur a affaire, mais pas seulement. Le citoyen, le fournisseur d'accès, l'éducateur, l'utilisateur, l'internaute, et on voit bien que tout ça est aux confins d'un certain nombre de difficultés et que nous ne trouverons pas forcément la solution immédiatement. Mais que néanmoins, nous avons l'affirmation de votre part de ce qu'Internet n'est pas une zone de non-droit, ce qui est une affirmation importante. C'était important de le répéter parce que parfois, ce n'est pas le sentiment que nous avons les uns et les autres quand nous essayons, avec plus ou moins de difficulté, de le réguler. Donc, merci de votre participation et nous vous tiendrons évidemment informés. Nous aurons de toute façon d'autres occasions de nous voir sur ces sujets. Merci beaucoup. Je clôture cette première table ronde. Voilà pour cette table ronde sur Internet et la lutte contre le djihadisme. Vous l'avez vu, les sénateurs se sont plus particulièrement intéressés à la propagande terroriste sur le web. Parmi les personnalités interrogées, des spécialistes de la cybercriminalité ou encore des réseaux sociaux. La présidente de cette commission dédiée, Nathalie Goulet, la centriste Nathalie Goulet, doit rendre son rapport dans 5 semaines. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes nos auditions et toutes nos tables rondes sur le site publicsénat.fr. Très bonne journée à vous sur les chaînes parlementaires.